le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, suite de cette première journée dans les allées du congrès USH, le congrès HLM dans les allées du parc des expositions de Bordeaux. On est ravis de revoir un peu tout le monde, il y a des sourires sous les masques, ça fait du bien aussi de revoir du monde après la pandémie qu'on a tous connue. Donc suite des interviews sur ce plateau Radio Imo, Radio Territoria, toujours en direct sur le stand Procivis, une table ronde qui va nous occuper pendant 15-20 minutes à présent sur une thématique, la thématique de l'OFS, du BRS. On va y revenir évidemment en détail. Voilà pour le pitch, pour le casting, évidemment, autour de la table, très honoré, très fier de les avoir. Norbert Fanchon est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Parfaitement. Ouais, en pleine forme, ça fait du bien de revoir un peu tout le monde aussi. Exactement, sans trop de masques et ça fait du bien de revoir tout le monde. Eh bien c'est parfait, vous êtes le président, je rappelle, du directoire du groupe Gambetta. Et puis juste à côté de vous, il y a Mathieu Nédonchel. Bonjour Mathieu. Bonjour. Même question, vous allez bien, ça fait du bien, il fait bon. Très bien. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Dans cette superbe ville de Bordeaux et de se retrouver tous ensemble, c'est un moment attendu depuis longtemps. Parfait, je rappelle que vous êtes le directeur général du CISN. Peut-être en quelques mots, histoire de poser le décor, le contexte. OFS, BRS, Office de foncier solidaire, bail réel solidaire. Qu'est-ce que c'est un petit peu pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ces deux termes ? Qui veut répondre ? Moi, je peux y aller. Office foncier solidaire, donc c'est une société qui va acheter du foncier et qui va ensuite faire des baux réels solidaires, c'est-à-dire qui va vendre la propriété du bâti à un usager final. Donc qui va accéder à la propriété sur son bâti, mais qui va payer une redevance pour l'utilisation du foncier à l'Office foncier solidaire. Donc on a l'OFS d'un côté et le BRS qui est le bail pour la partie bâtie attribuée à l'accédant à la propriété. Donc on dissocie vraiment le foncier du bâti, c'est ça. Comment vous voyez les choses là depuis ? Parce qu'on est quand même sur une phase d'expérimentation, disons-le, on teste un petit peu, on voit quelles sont un petit peu vos premières impressions sur ces dispositifs. Norbert. C'est un peu quelque chose qu'on attendait depuis très très longtemps, l'OFS et le BRS. C'est comment, par rapport à l'envolée des prix de l'immobilier depuis 20 ans, on arrive à remettre des gens de l'accession à la propriété dans l'accession à la propriété. Depuis 20 ans, les prix ont doublé en France, plus que triplé en Ile-de-France. C'est pareil sur la région lyonnaise. Et donc ça fait des années qu'on se dit comment on fait. Et il y avait le système anglais qui correspond à l'OFS BRS, le système des Community Land Trust qui est exactement la même chose aux États-Unis. C'est qu'on a toujours l'image que la France est un pays plus social que les États-Unis, mais sur certains sujets ils sont plus en avance que nous. Où c'est les hospices à Lyon, où vous n'êtes jamais propriétaire de votre terrain et vous êtes toujours locataire de votre terrain et propriétaire de votre appartement. Et donc c'est plusieurs lois qui ont créé cette dissociation du foncier et du bâti. Ce que rappelait Mathieu, la raison d'être de l'OFS et du BRS. Le BRS étant l'outil, et c'est vraiment Emmanuelle Cos, quand elle a été ministre, donc dans la fin du quinquennat en 2017 de François Hollande, qui a mis le pied à l'étrier de tous les opérateurs parce qu'elle a obtenu la TVA réduite pour ce dispositif. Et donc on a l'avantage de payer un loyer pour le terrain et d'avoir un avantage fiscal qui est de ne pas avoir la TVA à payer, d'avoir une TVA réduite, d'avoir 5,5 à la place de 20. Et donc ça fait un avantage qui fait que, après, il y a différents OFS, Mathieu le dira, on a un décalage de prix entre le prix de vente et le prix BRS, le prix de vente du marché et le prix BRS, je parle en neuf, d'au moins 30%. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un effet massif pour faire revenir des gens qui étaient sortis de l'accession à la propriété. Pour les faire revenir dans ce marché-là. Le point de départ en fait, du dispositif étant aussi de dire que l'augmentation des prix était liée précisément au fait que c'était le foncier, la partie foncière qui prenait de la valeur, parce que la partie bâtie, c'est de la construction. Et donc le but était de dire mais comment on fait pour neutraliser cette partie-là qui a un prix exponentiel. Donc on prend une maîtrise par un office et ensuite il y a une redevance, ce qui permet d'avoir quasiment neutralisé, parce que les redevances sont souvent assez faibles, le prix du foncier pour le propriétaire accédant. Alors je pose une question comme ça, là, cette redevance, elle est ancrée localement, territorialement, j'entends par là, est-ce que c'est différent si on habite à Rennes, Strasbourg, Marseille, Paris, Limoges, Bordeaux ? Très différent. Voilà, c'était le sens de notre échange hors antenne, c'est le groupe Gambetta, on est partenaire de 3 OFS et c'est chaque fois différent. Donc on a un OFS groupe Gambetta qui est dans le sud de la France, en
région PACA, on a un OFS en Ile-de-France avec l'ensemble des coopératives, et puis on a un OFS dans lequel on est partenaire avec Mathieu, où là c'est la métropole de Nantes qui pilote avec le département cet OFS. Sur les deux premiers, on est vraiment sur un schéma concurrentiel. Donc on est vraiment là pour acquérir des fonciers au meilleur prix, mais en étant en concurrence avec la promotion privée. Donc on est sur des redevances entre 2 et 3 euros. On peut monter jusqu'à 4 euros en Ile-de-France, mais n'oublions pas en Ile-de-France que les prix de vente du neuf sont à 10 000, 12 000 euros en première couronne, pas que dans Paris Intramuros. Et donc l'OFS, c'est vraiment un outil qui peut permettre à des sociétés comme nous, coopératives, de faire ce que je disais tout à l'heure, redonner du pouvoir d'achat aux gens pour accéder à la propriété. Je laisse la parole à Mathieu pour l'OFS de Nantes qui est différent. Sur l'OFS de Nantes, Métropole, créé avec le département et avec la CAREN, la communauté de version de Saint-Nazaire, et puis nos deux organismes en fondateurs. La volonté politique a été de dire on veut que la redevance soit quasi nulle. On a 0,15 euros par mètre carré et par mois, donc c'est très faible. Et en contrepartie, le département et la CAREN et notre métropole abondent en subventions. Voilà. Donc c'est un mécanisme qui permet de baisser les prix, de baisser la redevance grâce à des subventions publiques. Et quelles sont les remontées justement du terrain, par exemple, sur ces exemples de Nantes Métropole? Quelles sont les réactions un petit peu à tout ça, à tous ces dispositifs? Alors on est sur les premières opérations qui ont été labellisées, les premières opérations qui ont été commercialisées. Les deux premières opérations qui ont été commercialisées ont été sur l'île de Nantes, à des prix vraiment extrêmement intéressants pour les personnes concernées. L'île de Nantes, c'est le cœur de Nantes, comme son nom l'indique. Et il y a eu un succès commercial très fort. C'est-à-dire qu'il a même fallu gérer d'une certaine façon des listes d'attente de personnes qui voulaient y accéder. Donc très gros succès commercial, donc, qui encourage la suite. Le sujet étant jusqu'où va s'étendre ce succès commercial. Est-ce que si on va en première couronne, est-ce qu'on va sur le littoral, jusqu'où ça va? Donc ça, on apprend en marchant et c'est les premières opérations qui nous diront. Oui, c'est ça, on est vraiment là sur de l'expérimentation, on teste, on regarde comment ça réagit, on voit, on s'adapte. C'est vraiment le mot finalement, l'agilité. Oui, mais quand même, ça fonctionne bien. Ça, c'est quand même une certitude. C'est quand même aujourd'hui une certitude parce que on a toujours dit que les Français avaient un attachement à la propriété, ce qui est vrai. Et donc là, on enlevait la propriété du terrain. Et donc, est-ce que dans le fait d'enlever cet attachement au terrain allait créer une perturbation dans l'acte d'achat? Globalement, non. Globalement, quand on va en Ile-de-France, quand on va en PACA, et ce que rappelait Mathieu à Nantes, mais c'est aussi vrai à Lille et c'est aussi vrai dans les autres FS, notamment dans le sud-ouest, le col a pas mal d'expérience. Il y a beaucoup plus de clients que de produits. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est faire comprendre aux banques qu'il faut financer cette clientèle-là. Donc on a des clients qui sont motivés. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une nouvelle génération qui revient acheter. C'est derrière les partenaires bancaires qui doivent revoir leur outil de financement puisqu'il n'y a pas l'hypothèque sur le terrain. Et donc c'est vraiment questionner les partenaires bancaires. Certains sont capables de le faire, d'autres moins capables de le faire. Mais je pense qu'on est plus limité aujourd'hui par le financement de nos acquéreurs que par la capacité des collectivités de le faire. Mathieu rappelait exactement la dynamique des collectivités locales. Nous, opérateurs, ce qu'on a envie de faire, les propriétaires du terrain, c'est pas plus mal aussi pour eux. Ça rentre dans le quota BRS, donc dans le quota de logements sociaux, donc certaines communes sont très friandes de ça. Très intéressées par ces dispositifs. Qu'est-ce que je vois d'autre comme avantage? C'est déjà pas mal comme avantage pour dispositifs qui achètent aussi. C'est plutôt des jeunes accédants, exactement, des jeunes accédants. C'est vrai que le rapport à la propriété était une inconnue au moment de la commercialisation. Il faut quand même le relativiser, notamment quand c'est du collectif. Quelle est la propriété du foncier que vous avez dans un collectif que vous avez acheté? En fait, c'est une propriété partagée. Donc là, au lieu qu'elle soit partagée dans la copropriété, elle est partagée encore plus largement par un OFS ou par des collectivités. Donc c'est assez conceptuel, en fait, quand même, ce rapport à ce foncier. Donc on ne l'a pas retrouvé dans la commercialisation. L'interrogation peut demeurer sur les maisons individuelles. Mais c'est à voir. Moi, je pense que ça va fonctionner, mais encore une fois, ça va dépendre de l'écart de prix. Il y a des freins potentiellement philosophiques, enfin le rapport au foncier. Il y a comme la question de la réalité économique est quand même souvent première. Et s'il y a un vrai avantage économique à avoir ce type d'accession, ça va fonctionner. Norbert, vous êtes d'accord? Je vous vois acquiescer. Oui, totalement. Parce que l'enjeu, il est sur quel levier? Donc on parle économique, mais il est aussi fiscal aussi. L'enjeu, il est qu'on en fasse un maximum. Que nous, Mathieu, moi, mais d'autres sociétés, on en fasse un maximum parce qu'un risque, ça serait d'enfermer des gens dans ce système-là. Quand vous avez acheté avec une décote de moins 30, moins 50%, le jour où vous revendez avec une plus-value qui est limitée. Donc vous ne pouvez pas revenir dans le marché normal.
Oui. Si vous pouvez revenir, il faut que vous ayez vraiment théorisé ou que vous ayez des parents qui vous aident. Enfin, En tout cas, il y a ce risque de rester dans cette Voilà, bulle ça. et on Créer un reste marché finalement parallèle. et créer un marché parallèle. Ouais. et donc il faut qu'on crée un marché parallèle parce que je pense que c'est le sens. On ne fera pas baisser le prix de l'immobilier, enfin j'espère en tout cas, sinon ça serait une autre crise qu'on connaîtrait. Et donc il faut que le marché parallèle que l'on crée soit suffisamment profond en termes de typologie d'habitat. Mathieu parlait des maisons, aussi en termes de typologie de logement, en termes d'emplacement, pour que les gens puissent revendre en ayant gagné un peu d'argent et en ayant aussi théorisé ce qu'ils versent en termes de loyer. Ben là, ils vont le verser en remboursement d'emprunt, une partie. Ils puissent aller ailleurs, pouvoir évoluer, parce qu'il ne faut pas qu'on soit stocké dans un endroit à cause de son logement, parce qu'il ne faut pas qu'on refuse un emploi, il ne faut pas qu'on refuse de se marier, il ne faut pas qu'on refuse d'avoir des enfants à cause de son logement. Et c'est un peu ça aujourd'hui le système français. Et donc moi j'y vois un appel d'air, mais il faut que cet appel d'air soit le plus vaste possible. C'est vrai qu'il y a un élément qu'on n'a pas signalé et qui est pourtant absolument essentiel dans le dispositif de l'OFS. Quand vous m'avez posé la question initialement, je ne vous en ai pas parlé, mais à tort, c'est qu'en fait, là, il y a des clauses anti-spéculatives qui fait que quand on revend son logement, on le revend à des prix capés. C'est un élément vraiment essentiel, peut-être même plus important que la dissociation du foncier. C'est qu'on n'achète pas cher, mais on revend pas cher. Et on revend pas cher. Voilà. Donc ça permet entre-temps d'avoir thésaurisé, parce que quand pour acheter, vous avez besoin d'avoir des emprunts. Donc au lieu de payer des loyers à perte, entre guillemets, vous avez des emprunts. Donc après, vous avez des fonds propres qui vous permettent peut-être de ressolliciter un nouvel emprunt pour accéder à la propriété. Par contre, vous êtes détaché de l'évolution des prix immobiliers et donc vous achetez à peu près, on va dire, grosso modo, au même prix, enfin vous vendez au même prix que Oui, il n'y a vous pas avez de acheté. plus-value en tout cas, Et si même entre-temps, si le le quartier marché augmente et le voilà, marché si augmente. entre-temps le ouais. marché a évolué, vous avez un décalage avec ce marché. Donc voilà, il y a des avantages, des inconvénients, et donc c'est pour ça que cette clause anti-spéculative, elle est conceptuellement très liée au concept de l'OFS. D'où cette nuance autour du marché parallèle, effectivement, de pas rester cloisonné à l'intérieur, de dire vous êtes pauvre, vous resterez pauvre et vous ne pourrez pas accéder au parc et pas évoluer en tout cas. Alors je grossis le Comment trait qu'il y a un forcément. parcours Mais résidentiel qui puisse se faire, effectivement, quand tu as des évolutions dans la vie familiale, professionnelle. il y a un Donc vrai ce côté- marché, ça peut fonctionner, mais après il faut aussi en sortir. Et en sortir, c'est à la fois par l'évolution personnelle de ses revenus et puis par quand même le capital qu'on a thésaurisé pendant cette période-là. il y a un vrai côté sociétal. Ah oui, Complet. totalement. Ah oui, oui. Parce qu'on parlait beaucoup économie, fiscalité depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a un vrai côté sociétal. D'autant plus à l'intérieur. qu'il y a deux types de collectivités, si je suis un peu manichéen, mais vous l'avez été avant de dire que les pauvres doivent rester pauvres. Mais pour être manichéen, il y a les collectivités qui aident le logement, donc il y a Nantes, Rennes, Lille, et puis les collectivités qui ne s'intéressent pas au logement. Et dans les deux cas, ça fonctionne. C'est que celles qui aident le logement, c'est-à-dire qui mettent de l'argent et plusieurs millions d'euros par an, ça permet de stocker cet argent dans des systèmes antispéculatifs, comme le rappelait très bien Mathieu. Et puis celles qui ne s'intéressent pas trop au logement, ça permet de, sans mettre d'euros, de pouvoir recréer de l'accession à la propriété. Donc au niveau des collectivités, celles qui sont motivées et qui investissent ou celles qui ne sont pas motivées et qui n'investissent pas, on arrive à les réunir dans un même dispositif. C'est ça qui est à peu près formidable. Et ce que je souhaite, c'est que ça reste le plus longtemps comme ça. Ce que je disais en aparté avec Mathieu, surtout que l'avantage fiscal de la TVA demeure pour les acquéreurs. Oui, c'est le nerf de la guerre. Oui. Parce que justement, pour qu'il y ait du long terme. Il faut aussi une vraie vision à long terme, finalement, ces dispositifs OFS et BRS. Et pour que l'avantage financier reste, en fait, Reste, ouais, c'est ça. ça coûte moins cher, à la fois parce que vous n'achetez pas le foncier, parce que soit on bénéficie de subventions, ou soit l'OFS amortit ce foncier sur 80 ans ou une période très importante, ce qui fait que les redevances sont très faibles. Et donc le TVA à 5,5 est un élément supplémentaire dans l'équation financière. Le maître mot sur la période, optimisme, mais vigilance, prudence, un peu des deux. Optimisme, foisonnement, optimisme certainement. Foisonnement, c'est ce qui me frappe dans les OFS. Il y a énormément de dispositifs qui partent un peu dans tous les sens, ce qui est tout à fait normal parce que le modèle n'est pas encore complètement mature. Et donc c'est bien d'ouvrir un peu toutes les possibilités. Donc on voit certains organismes qui créent eux-mêmes leurs OFS. Parfois c'est les collectivités qui s'en saisissent. Il y a beaucoup parfois c'est créé sous des modalités juridiques très différentes, associations, sociétés. Enfin, on peut rentrer dans le détail juridique et qui montrerait un foisonnement. Et donc petit à petit, je pense que les choses vont se décanter. Le succès commercial, il va s'affirmer dans un certain nombre de zones de façon certaine. Le modèle, il va être transformé. Donc, je suis très optimiste. Mais c'est vrai que cette période est à la fois emballante parce qu'il y a un foisonnement et en même temps, ce sera quand même bien quand ce sera un peu stabilisé, qu'on aura un peu plus de visibilité. Norbert. Optimiste par rapport à ce que vient de dire Mathieu, parce que quand on a commencé les premiers OFS BRS, on ne savait pas comment on allait faire un acte de vente, signer un contrat de réservation, faire un acte de prêt, faire un bail entre le propriétaire du terrain et la SCCV qui va construire, la société donc immobilière qui construit. Et on a réglé tout ça. On a réglé tous les problèmes étape par étape grâce au foisonnement, grâce à des études de notaire, donc des gens vraiment qui ont bossé. Après, je suis globalement pessimiste sur mon secteur d'activité, notre secteur d'activité qui est le logement.
parce qu'on a depuis plusieurs années un gouvernement qui n'aime pas ce secteur-là, qui ne considère pas que ce soit un secteur prioritaire. Et malgré les annonces de ce matin, c'est un secteur qui manque cruellement d'investissement et de volonté publique et politique de porter la construction vers un niveau plus important que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on a enfin un truc qu'on attendait depuis des années. Je suis, on va dire, dans l'expectative sur les mesures politiques des prochains mois par rapport à l'ensemble de notre secteur d'activité. Il faut faire plus, il faut faire plus vite aussi. Est-ce que vous pensez justement que le En logement... général, les politiques rajoutent avec moins. Oui, c'est vrai. Mais là, C'est voilà, vrai. faut Non, enlever c'est vrai. faut enlever avec la virgule. Mais du coup, est-ce que vous pensez, année charnière, forcément, 2022, année présidentielle, est-ce que vous pensez, oui ou non, que le logement va être un élément au cœur du programme des candidats, ou des candidats, ou un peu comme tous les ans en fait? On verra bien, on peut le souhaiter dans la mesure où c'est un bien premier qui fait vraiment partie de indispensable en fait pour tout un chacun. Oui, puis on l'a bien vu pendant la pandémie. Voilà, on ressort aussi d'une période qui a permis à chacun de vraiment s'apercevoir de l'importance du logement et de la qualité de son logement. Donc pour ces raisons-là, on peut le souhaiter. Après, on verra bien quelle est la vie politique, c'est parfois insaisissable. Je crois qu'à chaque fois on le souhaite et à chaque fois on est déçu. Donc on va arrêter de le souhaiter, voilà. On va voir et attendre. On va voir. C'est un sujet qui est beaucoup trop technique pour intéresser les Français, même si c'est la préoccupation numéro 1 des Français. Mais les politiques ne veulent pas s'en emparer parce que c'est trop technique. C'est très dommage, mais je pense qu'on sera à nouveau déçus. Et quand on commence par supprimer la taxe d'habitation en début de quinquennat, c'est-à-dire 18 milliards de recettes aux collectivités locales. Une thématique qui est en train de montrer quand même, on parlait du Covid et puis de la qualité du logement, c'est aussi le lien entre l'emploi et le logement, qui devient de plus en plus présent, y compris dans la parole des chefs d'entreprise, en disant mais on peut parfois être bloqué dans nos recrutements pour des questions de logement. Et donc ça peut revenir aussi par le biais de l'emploi. Par ce côté-là. Bon, en tout cas, on en reparlera forcément du logement sur Radio Imo, sur Radio Territoria. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions en direct du congrès de l'USH depuis le Palais des Expositions de Bordeaux. Et puis moi, je vous dis à très vite. Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.